Et bonjour, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans Trait d'Union, c'est Julien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. J'espère que vous allez bien. Installez-vous dans le cortège, la manifestation commence, mais vous pouvez la rejoindre en cours de route, hein, comme dans la rue. Il n'y a pas de souci, personne ne vous dira rien, personne ne vous jugera. Quoique s'il y aura toujours des petites personnes pour vous juger, mais ces personnes ne sont pas intéressantes. Voilà. Non, allez, venez, on est bien. Aujourd'hui, on va discuter, parce qu'en manif, c'est aussi l'occasion de discuter avec des camarades, de refaire le monde, de faire des débats, voilà, de faire l'état des lieux sur la politique, sur les actualités. Donc c'est ce qu'on fait, on crée du lien également en faisant ça. On essaye de faire le lien également entre les différentes formes d'oppression, pardon, et du coup d'expression, d'expression des oppressions, j'ai envie de dire. Et puis voilà, on essaie de faire tout ça. Le stream, alors il n'y en a pas eu, il y en a pas eu hier, comme vous le savez. Il y en aura demain et après-demain normalement, et possiblement la semaine prochaine. Voilà. Et puis après, il y aura une nouvelle pause, et puis après, euh, à l'issue de cette pause, bah, justement, je réfléchirai sur est-ce que je continue ce stream ou pas. Voilà. Mais en attendant, on va faire quelques streams, on va voir comment ça évolue. Donc n'hésitez pas, si vous arrivez sur cette chaîne, que vous voulez soutenir une chaîne qui est radicalement de gauche, parce que c'est un peu l'ADA ici. Euh, Même si ça se voit pas dans le décor, pas encore, mais justement, j'ai besoin de soutien pour après pouvoir consacrer du temps à travailler mieux le décor, les emojis d'abonnés, tout ça. Voilà. En attendant, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de parler du Rassemblement national. J'ai mis en titre un exutoire par les urnes. Je vous expliquerai pourquoi j'ai mis des guillemets et tout. Ça fera peut-être que si vous avez fait des études de droit et que vous avez suivi des cours de sciences politiques dans les années 2010, parce que je ne sais pas si maintenant le discours est le même, je pense qu'on verra tout à l'heure, mais je pense que c'est une erreur. Et après, on enchaînera sur un react de Jérôme Ziandi, qui est un vélo reporter, on peut dire, pour le programme La France à vélo, programme à vélo. Je crois que c'est un programme éligible au certificat d'économie d'énergie. Bref, ils ont fait une vidéo. Il a fait une vidéo sur piétons et cyclistes, les meilleurs alliés des commerces du centre-ville. Voilà, petite vidéo qui date d'il y a un mois, voilà, du 23 juin 2026, un peu plus d'un mois. Et parce que c'est souvent une question qui revient quand on aborde la politique municipale et les transports. Et souvent, on a comment dire, des a priori. Souvent, c'est plus les commerçants, certains commerçants et certaines commerçantes du centre-ville qui ont des petits a priori en mode parce que on entend les gens dire: «Ah, j'ai eu du mal à me garer, là, il y a eu des travaux, donc je suis pas venu». Donc forcément, ils se disent: «S'il y a pas de place de stationnement ou si les rues sont piétonnes, il y aura moins de clientèle». Voilà, c'est un raisonnement très trivial, vous en conviendrez, mais c'est important de revenir dessus et c'est important de démonter le truc empiriquement et également avec des chiffres, et ça, on a déjà toutes les études qui le permettent. Je vous spoil un peu un peu la finalité du truc, mais on détaillera un peu plus à travers cette vidéo qui va vraiment aller dans le fond du sujet en très peu de temps, moins de 5 minutes. Voilà, ça sera un petit stream également, donc pas plus d'une heure, et voilà. Sachant que la première partie, heu, sauf s'il y a vraiment du monde qui arrive sur le chat pour en discuter, mais sinon, ça sera, mon opinion que je vais dérouler, donc ça risque de pas durer, plus de 15 minutes, je pense, voilà. J'essaie d'être pessimiste parce que souvent je suis un peu trop optimiste sur le temps, voilà. Ceux qui savent, savent. Et, et voilà, donc on va commencer. Donc, le Rassemblement national, un exutoire par les urnes. Un exutoire par les urnes. C'est où que j'ai entendu ça? Peut-être que vous n'avez jamais entendu ça. Moi, je l'ai entendu, c'était non, pas en première année de droit, c'était en deuxième année, je crois, ou troisième année, enfin l'année où j'ai fait des cours j'ai suivi des cours de sciences politiques à la faculté de droit. Et notre professeur, heu, Raymond Poncéry, pour ceux qui connaissent, voilà, très charismatique et tout, qui mâche pas ses mots, et du coup, il avait ce discours. Il disait que, du coup, parce qu'il y avait ce débat, il y a toujours eu ce débat de: «Est-ce qu'on doit permettre
à, tous les partis et en l'occurrence, à l'extrême droite, de pouvoir, se présenter aux élections. Est-ce que c'est un parti comme les autres? Et cetera, et cetera. Certains pays comme, la Belgique, je crois que c'est en Wallonie, ouais, c'est en Wallonie, je crois, où, l'extrême droite est interdite de se présenter. Voilà. Et du coup, n'ont pas accès également aux médias, quoi. Enfin, non, je crois qu'ils n'ont pas accès aux médias. Je crois qu'ils peuvent se présenter, à vérifier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont l'extrême droite n'a pas accès aux médias journalistiques traditionnels. Voilà. Et du coup, ça pose la question de se dire, qu'à l'époque, dans les années 2010, l'argument, c'était de dire: «Bah, en fait, il y a pas mal de gens, racistes, quoi, et qui les pensées racistes sont en effet très violentes et les actes racistes sont très violents» et du coup, le la thèse, c'était en gros, ben, ces gens-là, au lieu d'exprimer leur, violence, intérieure, par les armes, par, la violence physique, verbale et cetera, on leur permet, tous les X années, toutes les X années, de mettre un bulletin dans l'urne, le bulletin de colère pour, exprimer tout ça. Avec les campagnes électorales qui leur servent également, avec les meetings également à voilà, à expurger tout ça, on va dire. Voilà. Bon, ça pose pas le fond du problème qui est, le racisme dans la société française. Ça essaye de, limiter la violence. Donc déjà, partir de ce postulat, j'avais pas cette présence d'esprit à l'époque, mais maintenant avec le recul, parce que ça, ce cours-là, je l'ai suivi, c'était en commencé en 2010 mes études de droit. Si c'était ma première deuxième année, c'était en 2011-2012. Sinon, si c'était en troisième année, premier semestre, c'était en 2013. Voilà, donc première partie des années 2010, le discours de notre professeur de sciences politiques. Voilà, c'était, hem, il faut un exutoire par les urnes pour les électoristes du Rassemblement national. Et donc, il faut regarder les faits, c'est-à-dire en fait, est-ce que dans la société, du coup, est-ce que ça se vérifie? Est-ce que les violences racistes sont limitées, voire, annihilées grâce à ça? Quel contexte également de tout ça? En contexte, en 2010, le RN ne faisait pas encore des scores, très forts. Il y avait encore le bipartisme qui était très présent en première partie, en 2007, c'était, UMPPS, avec du coup l'UMP qui a gagné. En 2012, à la présidentielle, bis repetita, cette fois-ci, c'est le PS qui a gagné et c'est qu'après, vers la fin du quinquennat Hollande, heu, voilà, Hem, où, vraiment le bipartisme le bipartisme, ouais, il a éclaté électoralement parlant et dans la société, ça germait, mais là ça a vraiment, voilà, le ras-le-bol et voilà, bon. Hem, il faut savoir aussi que la France est un État qui est profondément, colonialiste, profondément, qui a des qui est vraiment, profondément raciste également, par certains côtés, qui a conservé des institutions issues, que ce soit de la colonisation ou, de Pétain. Hem, donc ce qui dit qu'elle ne se remet pas très bien en cause, voilà et il y a des discours à droite, heu, qui sont, comment dire? Qui ont toujours été il y a toujours eu des discours un peu très à droite quoi, vraiment racistes, y compris, au PS, voilà. On se souvient de certaines, déclarations de Manuel Valls et cetera et cetera. Surtout avec les attentats, alors là, ça y allait encore plus. Donc ça germait et c'était aussi le reflet dans la société française, il y a un racisme qui est ancré et on paye des décennies où, les organisations du mouvement social, enfin les organisations traditionnelles du mouvement social, donc AKA, alias les syndicats et les partis politiques, globalement, n'ont pas cherché à lutter contre ces ce racisme-là. On cherchait à un peu étouffer le truc. À gauche, c'était la lutte des classes et du coup, il y avait que ça qui comptait et le reste c'était et c'est encore pour une partie de la gauche de la diversion, même si ça allait de moins en moins, fort heureusement.
Et à droite, ben, on avait un discours de droite républicaine, assez méritocratique et cetera. Et à côté de ça, heu, un discours, qui, allait pas jusqu'à, flirter autant qu'aujourd'hui avec l'extrême droite, mais quand même, il y avait des déclarations, bon, Le bruit et l'odeur de Jacques Chirac, je cite des trucs très connus, hein, mais voilà. Hem et il y en avait d'autres, voilà, des discours bien racistes, bien colonialistes. Bref. Et du coup, de pas avoir fait un peu l'exégèse de tout ça, et bien forcément, en fait, les gens qui regardent, qui lisent les journaux, qui regardent la télé, et cetera, on se replace des décennies en arrière, ça les gens, ça intègre tout ça, hein, ça imprègne dans la population. Tu entends, tu réentends, ça a été démontré. Tu vois qu'il y a des choses qui sont dites, rabâchées et tout, mine de rien, ça n'a pas aucune conséquence sur notre façon de voir les choses. Et il y a des biais qui s'installent. Donc des biais racistes, voilà. Hem, en plus, certains discours d'extrême droite qui étaient, comment dire? À l'époque, il y avait quand même, il passait à la télé, hein, le Jean-Marie Le Pen, hein. Heu, Moins que maintenant l'extrême droite aujourd'hui, mais il passait quand même à la télé. Et il avait quand même la voix au chapitre et également dans les élections, du coup. Avec en plus plusieurs formations, d'extrême droite dans les élections. Voilà. Donc on a tout ça. Ça, c'est pour le contexte un peu, historique, contemporain. Pas remonter à plus loin, mais si on remonte à plus loin, on peut remonter à l'antisémitisme, fin 19e, début 20e siècle, évidemment, où c'est une forme de racisme également. Maintenant, c'est l'islamophobie, c'est le nouvel antisémitisme, hein, clairement, quand on met, à l'époque les arguments de l'époque et aujourd'hui, il y a quand même un parallèle et un miroir là-dessus, quoi. Heu, donc faudrait pas se tromper de combat et on peut pas lutter contre un racisme sans lutter contre l'autre ou contre les autres, hein, l'antisémitisme, l'islamophobie, la négrophobie, l'antiziganisme, le racisme anti-personnes asiatiques, enfin voilà. Hem, il y a et autres et cetera et cetera. Donc, hem et le problème, c'est que voilà, on paye des décennies où il y a eu, déjà, un un antisémitisme qui a été bien instillé dans la société française, hein, qui était bien, franchement, qui était courant, hein, qui était très courant. Hem, Après, il a fallu reconstruire la France, donc on a fait venir des populations, heu, d'Afrique du Nord notamment, hem qui ont aidé. Et après, ben, il y a eu toute la politique d'aménagement urbain et du coup toutes les comment dire? La montée du chômage et cetera. Et voilà. Et du coup on va dire que comment dire? Le vilain petit canard, c'est évidemment les étrangers, les immigrés issus, de l'Afrique, ben, déjà de l'Afrique du Nord, et après ensuite, et de l'Afrique subsaharienne concernant les mouvements, de de migration, dus à la guerre, aux pressions économiques, à cause du libre-échange et cetera, et ainsi de suite. Bref. Voilà. Et on peut que regretter que, pendant des décennies, en fait, on ait décidé de mettre ça sous le tapis, hem, comme Bernard. Ah ça, c'est cadeau. C'est cadeau. Je suis obligé, sinon après je l'ai en tête et je perds le fil de 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 ce que je disais. Parce que là, tu le perds pas peut-être le fil? Un peu moins, un peu moins. Les Belges aussi, c'est-à-dire? Et salut Archie, ça fait plaisir de te voir. Bienvenue sur le stream. Les Belges qui sont venus, tu veux dire, en France? Oui, bien sûr, ouais, et l'immigration portugaise, auparavant, italienne, bon, voilà, on peut revenir à ça. Et il y a eu, le grand remplacement de notre grande France par les Belges. Ah non, d'accord, OK. C'était une vanne, OK, ouais. Ouais, là, le stream, il est sponsorisé vanne belge un peu, hein, donc humour belge. Donc voilà, on peut dire que je participe de ça. Bref, il y a tout ce contexte. Il y a tout ce contexte. Et à côté de ça, il y a des groupuscules, il y a toujours eu, heu,
Une vanne, ouais, non, mais pas pour avoir de l'eau, même si en période de sécheresse, c'est pratique d'avoir une vanne et de pouvoir la tourner. Non. Ah, on va aller trop loin là dans le truc, ça va. L'inception de la blague va aller trop loin, je le sens. Euh, Ah oui, non, tu veux dire à l'époque, oui, grand remplacement de Grand Trans par les Belges, c'était une thèse, qui devait ouais, ben, il y avait ça également intramuros, je crois que c'était au 19e siècle, également avec les Bretons, voire également avec les Auvergnats et cetera. Il y avait, toutes ces formes un peu, déjà préliminaires de racisme qui est enfin de racisme, de discrimination, ouais, avec des arguments, qui ne sont pas sans rappeler, ceux de Darwin quand il a, mis des caractéristiques à chaque, endroit du monde en disant, «Les Africains, c'est ceci, cela, les Scandinaves, enfin les Lapons, c'est ceci, cela» et cetera. Et là, c'était un peu les mêmes trucs, quoi, les mêmes horreurs. Hem, les mêmes horreurs sur d'autres types de populations et évidemment après, ce qui a pris, malheureusement énormément, c'est l'antisémitisme et cetera et cetera. Bref et du coup, à côté de ça, il y a toujours eu aussi des groupuscules, d'extrême droite, ultra violents, donc qui vont, vraiment, faire des ratonnades et cetera. Ça ça existait également à l'époque. Donc on se replace début des années 2010, là où moi j'ai entendu on va dire cette phrase comme quoi c'était important d'avoir cet exutoire par les urnes pour les électoristes du Rassemblement national. Euh, à l'époque, donc, le Rassemblement national, petit à petit, avait un peu plus voix au chapitre dans les médias, était un peu, et on va dire que la dédiabolisation a commencé vraiment à ce moment-là tout doucement, voilà. Elle avait déjà un petit peu commencé avant, avec 5 ans de Sarkozy au pouvoir. Ça aide bien, à ça, malheureusement. Hem, mais c'était encore, naissant parce qu'aujourd'hui, bon, si on compare à aujourd'hui, c'est vraiment l'horreur. Je veux dire beaucoup l'horreur, hein, quand je parle du Rassemblement national, voilà, normal. Quand on parle du fascisme et du coup, à l'époque il n'y avait pas autant, on va dire également la violence, les violences racistes existaient, mais comparé à aujourd'hui, elles n'étaient pas autant, il n'y avait pas autant de déchaînement, de libération, d'impunité, du sentiment de se sentir enfin du sentiment, de de pouvoir être raciste sans qu'on dise rien quoi, sans qu'il se passe rien. Aujourd'hui, clairement, on l'a vu, dès je dirais dès la campagne pour les européennes. Où là, il y a eu un déferlement, un déchaînement des racistes dans tout le pays, heu, une explosion des actes racistes et depuis, c'est un peu sans discontinuer. Avec en plus, depuis, une petite dizaine d'années quand même, une recrudescence des comment dire? Des groupuscules, racistes, néo-nazis et cetera, dans toute la France, donc qui mènent des opérations, violentes, hein, qui s'organisent via Telegram ou d'autres messageries pour, fomenter des attaques, voire des meurtres, voire des attentats, on va le dire, des attentats. On se souvient de l'attentat contre la mosquée de Bayonne, mais c'est loin d'être le seul. Hem et des actes en plus terroristes qui ne sont pas nommés comme tels avec, on va dire, toute la linguistique qui entre en jeu pour un peu manipuler. C'est-à-dire que on a un acte de ce genre qui est commis par une personne non blanche, ça va être un attentat terroriste et directement, alors que l'enquête est, on sait rien, ils vont dire: «Ah ouais, avec, une proximité avec soit les frères musulmans, les mouvances djihadistes, blablabla, l'imam de telle, mosquée, blablabla». Hem voilà, alors que si c'est une personne blanche, ça va être tout de suite, sûrement un déséquilibré, un acte isolé, et tout ça. Alors que bon, il y a faux sur toute la ligne dans les 2 cas. Hem, dans les 2 cas, c'est mal analysé le souci et dans les 2 cas, c'est des formes d'extrême droite, hein. Heu, les le terrorisme islamiste, c'est de l'extrême droite, hein. Et les attentats contre les mosquées, c'est de l'extrême droite. L'appellation ultra-droite, c'est une appellation administrative, on va dire, administrativo, politico-judiciaire.
mais en vrai, c'est l'extrême droite, hein. Tout relie au Rassemblement national, hein. Tout relie, hein. Même les attentats, voilà, les attentats islamistes, l'attentat de l'Hyper Cacher, qui a fourni les armes à Adama Coulibaly, c'est quelqu'un qui était proche du Rassemblement national. Voilà, qui avait des liens assez forts, assez directs quand même. Lafarge, etc. Enfin bref, il y a tout ça. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Du coup, à l'époque, est-ce que ça a déjà été le cas que le fait d'avoir, de pouvoir voter Rassemblement national, est-ce que ça a été un vrai exutoire? Est-ce que c'est ça vraiment? Moi, je dirais que c'est pas ça, c'est le fait que c'était la honte, ça a été la honte pendant des décennies de se dire, raciste et d'exprimer des idées, ouvertement, racistes, quoi. Ça a pu être vraiment, c'était quelque chose qui s'exprimait pas et c'est pour ça que dans les sondages d'ailleurs, le Rassemblement national était souvent sous-coté parce que, les gens, n'osaient pas, dire, heu, que ça allait être leur vote, leur intention de vote. Parce que vraiment la honte, c'était dans ce camp-là et c'était très bien que ce soit dans ce camp-là d'ailleurs, heu, mais il y avait ce phénomène de honte et c'est ça en fait qui faisait que ça s'exprimait pas. Aujourd'hui, Rassemblement national, on peut toujours, s'exprimer dans les urnes pour, mais ce qui a changé, c'est qu'il y a une parole médiatique qui est, bien plus, heu, bien plus forte quoi, dans tous les médias, hein. Maintenant, de TF1 à CNews, en passant par, BFM, RMC, toutes les chaînes invitent l'extrême droite quasiment tous les jours de la semaine. Parce que aussi, il y a plein de députés d'extrême droite. Donc voilà ce que c'est d'avoir autorisé un tel parti et également le fait que du coup, on les entend beaucoup plus dans les campagnes électorales, dans les campagnes tout court, également, qu'il y a des milliardaires comme Sterrin qui financent, leur, qui financent tout un tas de choses pour, que cette idéologie, mortifère soit majoritaire dans le pays électoralement parlant. Voilà. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Le fait que les scores du coup augmentent du Rassemblement national. Hem, c'est proportionnel également à la percée, médiatique. Hem, enfin, c'est pas très proportionnel non, parce que justement la percée médiatique est un peu trop démesurée par rapport à l'impact électoral, mais du coup, ça permet, d'imprimer les idées, racistes et xénophobes, un peu plus dans la tête des gens quoi et de normaliser, de banaliser complètement maintenant, voilà. L'entreprise de banalisation a fonctionné à vraiment beaucoup et ça permet vraiment à ce que, ces idées-là puissent s'exprimer et puissent faire partie du débat public alors qu'avant, pas du tout. C'était c'était vraiment très peu possible, hein. Vraiment quand quelqu'un, même au repas de famille, tu vois? Quand quelqu'un, exprimait ça, c'était vraiment, avec des pincettes, tu vois? Maintenant, il y a plus de pincettes, hein, là-dessus, hein. Très peu. Il y a moins de pincettes. On peut aussi observer empiriquement comme ça, socialement, hein. Ces idées-là, maintenant les gens, quand ils vraiment on sent qu'ils y vont, quoi. Ils se disent: «Ouais, c'est bon, on n'a plus rien à craindre, c'est bon, même les médias, il y a des médias, qui sont avec nous comme CNews, machin», heu et ça y va. Donc c'est un peu, c'est ça surtout qui a permis à ce que la parole d'extrême droite, et les violences d'extrême droite s'expriment. Le fait que ce soit qu'on puisse s'exprimer dans les urnes, non, non, non. Finalement, on le voit avec le recul que non, c'est pas ça. C'est le fait de normaliser ces idées-là. Et est-ce que déjà, en premier lieu, le fait de permettre à ce parti de se présenter aux élections, est-ce que déjà la normalisation, elle a pas commencé par là? On peut se le demander, hein. C'est possible, hein, d'interdire un parti comme ça. Un parti basé sur la haine contre les droits humains, heu, contre, ouais, contre les droits humains, rien que ça, voilà. Sur des idéologies de vraiment de haine de l'autre, heu, on pourrait très bien dire: «Bah non, en fait, pas possible, ça dégage, ça dégage vraiment». C'est une position qui, malheureusement, est minoritaire à gauche, hein, aujourd'hui, hein.
à faire avancer cette position-là dans le débat public, même dans nos cercles de gauche, c'est très compliqué, que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Il y a des gens qui se disent: «Ah non, il faut quand même que». Mais là, l'argument de l'exutoire par les urnes, il tient plus, hein, aujourd'hui. Il tient plus du tout. Mais il tenait pas déjà à l'époque. C'est pas ça. C'est pas ça le souci. C'est pas du tout ça. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? Je sais pas si Archie, tu veux rajouter quelque chose ou si tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai pu dire. Faut pas hésiter. On est là pour ça, pour discuter, débattre. Euh, En tout cas, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Et j'espère que voilà, le fait qu'on puisse, si je ne trouve pas que la question soit encore d'actualité. Alors, je vais t'en poser une. À partir de quel moment, quel événement, euh, quel événement te ferait penser que la question soit d'actualité? Qu'est-ce qui peut se passer qui te ferait penser que on peut se poser la question? Alors aujourd'hui, à un an des élections, bien sûr, le timing, c'est pas le bon timing on va dire, pour en discuter de ça, parce que de toute façon, il y aura une candidature, il y aura Marine Le Pen qui va se présenter en 2027. Donc bon, pas le, c'est pas immédiat. Ça, c'est un débat de long terme, hein, mais est-ce que ça pourrait être mis dans un programme, hein? Parce que l'avenir en commun est un avenir vraiment en commun si on permet à l'extrême droite d'exprimer des... de la haine comme ça, parce que c'est pas comme exprimer. Alors, la question d'interdiction du FN s'est posée au XXe siècle, après-guerre et tout. Il aurait dû être interdit. Ouais, c'était la bonne temporalité pour le faire, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'était la meilleure temporalité. Si on voulait faire vraiment l'exégèse de la Seconde Guerre mondiale, de ce que la France a permis, de tout ça, c'était la conséquence logique, hein. Mais aujourd'hui, ça serait que créer de la réactance. Ben, si on apporte de la réactance, autant abandonner j'ai envie de dire nos luttes et nos convictions de gauche radicale, tu vois. On en provoque déjà, donc bon. Faut maintenant les battre sur le terrain des idées. Ouais, ben, de toute façon, à défaut d'autre chose, oui, c'est sûr, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais sauf que, à mon avis, il faut avoir à l'esprit que leurs idées, c'est pas des idées politiques comme les autres et qu'on combat pas euh, l'extrême droite euh, comme on combat, j'ai envie de dire la droite traditionnelle, mais pas dans le sens d'aujourd'hui où elle s'est vraiment extrémisée. Et comme on combat le néolibéralisme, le capitalisme, voilà, des forces de droite ou du centre, mais qui refusent encore ce racisme décomplexé, etc. Mais oui, de toute façon, les battre sur le terrain des idées, et pour moi, les battre sur le terrain des idées, c'est, ce n'est pas lutter sur la même ligne, tu vois. C'est-à-dire lutter contre les idées capitalisme. C'est sur la même ligne, tu peux prendre des arguments des capitalistes, les retourner contre eux, parler de marxisme, etc., parler d'autres théories économiques. Le racisme, tu vas pas. Et là, je pense que c'est une erreur des fois qu'on fait à gauche. Il y a des débats, hein, même au sein de la France Insoumise, il y a plusieurs lignes là-dessus, hein, sur les argumentaires, hein. Il y a l'argumentaire plutôt. Et j'entendais Antoine Léaumont l'autre fois en stream dire qu'il avait. Je crois que c'était Antoine Léaumont qui dit ça. Non, c'était pas lui. Oula, pardon. C'était pas lui, ou c'était lui, je sais plus. Enfin, un député de la France Insoumise qui disait que justement, il avait encore. C'était un doute, quoi. Comment on lutte contre les idées d'extrême droite? Est-ce qu'on lutte pied à pied en disant, ben, ton argument de raciste, en fait, dans les chiffres, c'est pas possible parce que non, c'est-à-dire essayer de rationaliser tout ça? Ou est-ce qu'au contraire, on bascule à gauche? Moi, c'est plus mon opinion, du coup, le deuxième truc. On bascule à gauche et on ouvre la fenêtre d'Overton en disant, bah non, bah en fait,
il faut accueillir plus en fait. Il y a une crise migratoire, mais c'est pas celle que vous pensez, c'est une crise de l'accueil, etc. Par exemple, sur ce sujet-là, ça pourrait être sur tout un tas d'autres sujets, tu vois. Ou en disant, ben, les gens du voyage, en fait, non, ils font pas chier en fait. Par contre, on les fait chier parce qu'on les met vers les autoroutes, vers les rails de train. Il y a du bruit, c'est dangereux pour les enfants. Il y a de plus en plus de rejets, etc. Ils ont du mal à accéder aux services nécessaires à la vie. Donc, on leur permet de vivre leur vie de gens du voyage, mais correctement en fait. Et là, tout le monde sera cool. Par exemple, tu vois, moi, c'est plus comme ça que je compte amener les idées, plutôt que prendre pied à pied en disant non, mais tu vois, il n'y a pas de vague migratoire. Parce qu'en fait, il n'y a que X% qui vient, et du coup, on peut se répartir, machin. Mais ça voudrait dire, du coup, que si, en fait, si tu prends l'argument d'extrême droite, si jamais il était vrai sur le papier, si l'argument, au terme de chiffres, ça montrait qu'il y avait vraiment une submersion, comme ils disent, enfin bref, il y a vraiment énormément. Ça veut dire que, en fait, tu leur donnes raison. Tu leur donnes raison, en tout cas, à la façon de raisonner, au raisonnement. Et ça me pose souci. Alors, je vais remonter ce que tu as dit. Mais le néolibéralisme et le capitalisme, c'est l'extrême droite. Ben, dans la forme la plus en fin de course, quoi. Quand vraiment il est en fin de course comme aujourd'hui, il se mue dans l'extrême droite. Parce que pas le choix pour survivre. Là, on a vu sous Macron, ça a été vraiment clair en fait. C'est-à-dire que au début, on avait un néolibéralisme vraiment, on va dire, libéral, tu vois, où il proposait, où c'était vraiment, il n'y avait pas l'extrême droite dans l'équation, et même il disait lutter contre l'extrême droite. Et je pense qu'à la base également, euh, c'était le cas. Il pensait que les idées néolibérales, il pouvait les faire avancer, il pouvait vraiment, avec la politique de l'offre, voilà, mener sa politique tranquillement. Et puis petit à petit, il y a eu des mouvements sociaux et tout, et ils ont vu que ça prenait pas en fait, qu'il y avait beaucoup d'opposition dans la population, et l'autoritarisme est monté crescendo, sous Macron déjà dès le premier quinquennat. Euh, et du coup, avec, in fine, en 2024, euh, une acceptation tacite, même avant les élections, que Jordan Bardella puisse être Premier ministre de Macron. Voilà, donc ça, je pense que même les deux quinquennats de Macron, ils montrent bien ça. L'extrême droite, c'est pour moi la suite logique du système capitaliste. Il est limite créé pour ça, sans en avoir conscience. Oui, ouais, tout à fait. Totalement d'accord. Il n'y a pas besoin de les convaincre en masse. Il y a besoin que de 50,01% des votants pour faire gagner nos idées. Le seul moyen pour moi de convaincre ces gens du fonctionnement de la gauche et d'exercer le pouvoir en faire la démonstration. Le reste est vain. Ah non, non, moi je suis pas là, par contre, je suis pas d'accord. Les campagnes électorales, ça sert à ça. Le militantisme, toquer aux portes, tout ça, ça sert vraiment à avoir des discussions sur Internet également. euh, Tout ce que l'influence peut faire à ce niveau-là, c'est c'est vraiment faire œuvre utile, et ça peut vraiment amener des gens à voter à gauche, hein. Mais après, en effet, là où je te rejoins, c'est qu'une fois au pouvoir, c'est plus facile. C'est plus facile pour tout. Pour avancer les idées de gauche, parce qu'on a eu, ces idées-là auront une caisse de résonance vraiment plus forte, et les idées réellement de gauche. Ça va amener le débat encore plus à gauche, parce que du coup, je pense que au niveau de l'extrême gauche, ou encore de la gauche, eh ben, il y aura un peu plus également de caisse de résonance, et ce sera plus facile pour lutter. On n'aura pas cet autoritarisme a priori, et du coup, dans les luttes, les mobilisations sociales, etc., ça sera plus sain. Sera beaucoup plus sain qu'aujourd'hui. Il y aura vraiment, j'espère, une écoute. Encore une fois, je dis je l'espère, parce que voilà, faut pas non plus être naïf, et faudra pousser pour, quoi. Oui, mais pas à convaincre des racistes et humoristes en masse. Ah non, ouais, non, c'est clair, c'est clair. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec le fait d'argumenter sur le même plan que les races quoi. Et vraiment d'argumenter plutôt sur le plan de la gauche, quoi, et de nos idées, et de nos convictions. Parce que c'est donner le point. Donc ouais, là je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord d'accord avec toi, Archie.
Bon, bah, très bien cette petite discussion-là. À la base, hein, je sais pas si tu étais arrivé à ce moment-là, mais en fait, cette phrase-là, «exutoire par les urnes», c'est quelque chose qui m'avait été, on va dire enseigné, en cours de sciences politiques à la faculté de droit, à Clermont, heu, dans la première partie des années 2010, pour resituer le contexte. Et force est de constater du coup que c'était une erreur d'analyse, hem, de du comment dire? Du comportement des électrices d'extrême droite, en fait. Et c'est ignorer, on va dire, la sociologie, les comportements sociaux, heu, approuver, désapprouver avec le temps, la médiatisation des idées et cetera. Voilà, moi je vais pas redire tout ce que j'ai dit en stream, mais voilà en gros, d'où ça venait. Voilà, donc on va passer au React. Petit stream aujourd'hui. C'est très mint comme analyse en effet, même à l'époque. Ouais, je suis d'accord. Je suis revenu sur tout ça du coup. Que du coup, je suis revenu même sur des décennies en arrière pour montrer en fait, les choses et puis à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui, c'est encore plus facile de démonter ça du coup. Pardon, j'ai fait un coup de genou là, je sais pas pourquoi. Coup de genou dans la tête d'un facho, quelle saveur! Non, mais pour revenir aux Belges, ouais, arrête parce que j'ai des origines belges donc ça risque de me froisser, ça risque vraiment non, on fait pas ça. C'est ça les Belges dans les années 1900. Mais de toute façon, toute peuplade qui était un peu différente, de la peuplade de la norme, on va dire, de la norme occidentale, occidentale, ah et ben, c'était violent, hein. Waouh, 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 comme c'était essentialisé, comme le physique, heu, voulait dire, tout, on mettait des attributs physiques pour, vouloir dire des choses sur ce qu'il y avait dans le cerveau, enfin, waouh. On essentialisait des comportements ou quoi, enfin, ouais, c'était violent, hein. C'était violent. C'est le choix entre la solidarité de classe ou la solidarité de race dans les usines. Et ouais, ben, là, il y avait pas l'intersectionnalité, assez théorisée à l'époque malheureusement, mais on aurait pu, heu, on aurait pu faire mieux. Humainement, on aurait pu faire mieux politiquement pour, imbriquer les 2 et faire en sorte que justement le racisme, il soit enterré le plus possible. Et les jaunes, contrairement aux rouges, c'est les Français qui ont choisi de collaborer avec les patrons pour virer les Belges, ouais. Non, mais c'est juste, quand on remonte sur l'histoire, on se rend compte que voilà, il y avait quand même pas mal de l'État français est né dans la société française, il y a quand même un racisme qui a pris de manière, assez forte quand même, hein, et vraiment tout ça, c'est des trucs qui sont pas du tout, enseignés en cours d'histoire, quoi, et le fait que ce soit pas enseigné, ça aide pas à pouvoir, pas faire amende honorable, mais je veux dire à pas pouvoir, lutter contre le racisme comme il faut parce que on se dit l'État français, l'État des droits de l'homme, hein, on a toujours entendu ça, la patrie des droits de l'homme. C'est aussi, on pourrait dire, l'État raciste et colonialiste par excellence, hein. Hem, Aussi, l'État qui a accouché de penseurs et théoriciens, qui ont, heu, qui ont inspiré, Hitler et cetera, hein. Ouais. Mais ça par contre, non, non, faut pas en parler. Puis, toutes les guerres coloniales, et cetera. Bref, c'est c'est une dinguerie, on pourrait dire. Allez, on va aller sur le React, on va aller sur le React. Le stream aujourd'hui, il va pas durer très, très longtemps. Heu, des petits impératifs, perso à côté. Mais, bon, demain, on verra. J'en ferai un sûrement un peu plus long. Je verrai sur quoi au final, je l'ai pas encore fait le stream sur les dessins animés pour enfants.
Mais faudrait que je le prépare en fait un peu plus, avec plusieurs exemples et tout, que j'en ai en tête, mais je vais en oublier et voilà. C'est un truc où il faut pas mal d'illustrations, donc il faut que ça se prépare un peu plus. Ça se prépare un peu comme j'avais préparé, le stream Dragon Ball ou autre. Faut que ce soit un peu plus carré. Un peu plus carré que ce que je viens de faire là, même si, bon, c'était assez clair dans ma tête. Quand c'est assez clair dans ma tête et que j'ai pas besoin de sortir 10 000 exemples, 10 000 illustrations ou quoi, ça va, je peux broder, je peux exposer un point de vue, il y a pas de souci. Mais là, pour ce sujet-là, je devrais préparer un peu plus. Allez, on va voir. Alors, du coup, le React, ça va être sur, piétons et cyclistes, les meilleurs alliés des commerces de centre-ville? Point d'interrogation. Attendez. Attendez, attendez, j'arrive. Voilà. Hop. La petite transition. Et voilà. Donc, petite vidéo sur la chaîne d'un vélo reporter qui s'appelle Jérôme Zindi ou Zindi, je crois. Je crois qu'on prononce comme ceci. Et bref, et du coup, en fait, il fait un peu le tour de la France à vélo, des initiatives cyclables. Je crois que c'est pour le programme à vélo, qui a un certificat d'économie d'énergie. Je crois que c'est en partenariat avec l'ADEME. On va voir, hein, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises. Ça doit être marqué dans la description d'ailleurs. La France cyclable. Tout. Ah oui, le programme. Ouais, voilà, exactement. C'est bien préparé quand même, hein. Non, en fait, c'est parce que je regarde leurs vidéos de temps en temps. Par le programme CE à vélo porté par l'ADEME. Voilà. Donc en gros, les programmes CE, certificat économie d'énergie, il y a d'un différents types. Et en gros, comment expliquer ça? C'est soit des actions de la part d'entreprises, pas des actions des sous, hein, des actions, des actes, quoi. Ou des projets vertueux pour l'environnement selon certains critères. Là, sur les transports, du coup, parce qu'il y a promotion des mobilités douces et actives, en l'occurrence particulièrement le vélo. Et en gros, l'État a mis en place avec l'ADEME un programme CE, certificat d'économie d'énergie, et ça permet de financer ce genre de trucs. Par exemple, il y avait un CE aussi pour les vélos électriques, l'achat de vélos électriques, où tu pouvais toucher 1 000 € pour après acheter ton vélo pro, notamment. Voilà. Pour les persos, c'était autre chose, c'était un mes aides vélo, mais ça passait pas par des CE. Il y avait quoi en CE? Ah bref, il y en a de toutes sortes. Quand à mon boulot aussi, quand je bossais pour un bailleur social, il y avait des CE par rapport au fait de, c'était par rapport à quoi d'ailleurs? C'était par rapport à l'énergie, par rapport aux économies d'énergie. Du coup, directement économie d'énergie, gaz, voilà, donc je sais plus exactement pourquoi c'était, mais en gros, ça touchait les économies d'énergie des ménages. Donc voilà, il y a des programmes aussi là-dessus. Bref, c'est plutôt pas mal. euh, et ça permet de promouvoir ça. Malheureusement, ça permet de produire une vidéo, mais pas de faire la communication autour, parce que bon, 3777 vues, c'est avec 5380 abonnés, c'est pas ouf. Honnêtement. Ça permet pas de toucher, une grande partie de la population. Alors je sais pas si les programmes alors ça c'est ce genre de programme qui mériterait d'être diffusé à la télé en fait sur les chaînes publiques, n'est-ce pas, France Télévisions? Mais bon, c'est sur YouTube. C'est sur YouTube, bon. Pourtant le travail est voilà, est plutôt de qualité quoi, sur le montage, la mise en scène, le format des vidéos assez court. Là c'est moins de 5 minutes, on va voir et voilà. Donc ça part en gros, souvent, il y a cet a priori que, comme j'ai dit tout à l'heure, en tout début de stream, quand... Oh pardon, j'ai tapé contre le, contre le bras de micro. Ça vaut le coup d'avoir un bras de micro pour faire moins de bruit, pour à chaque fois me taper la tête dedans. C'est vraiment pas pratique. Bref, et du coup,
Souvent, que ce soit les associations de commerçants, de commerçantes ou les politiques, certains politiques, hem, vont dire: «Ah non, on va pas piétonniser, c'est compliqué. Alors oui, pour l'environnement, pour que ce soit plus agréable en ville pour les gens, OK, mais pour les commerces, voilà, ça va leur faire du manque à gagner parce que les gens vont plus pouvoir se garer, blablabla, blablabla». Ça, c'est l'a priori global. On a les chiffres qui montrent tout le contraire, qu'au contraire, ça redynamise les centres-villes, d'avoir des centres-villes piétons, ou en tout cas en mobilité douce. Hem Et également, ben, ça se conjugue avec d'autres politiques publiques, sur les transports en commun, donc d'accessibilité, de fréquence, de desserte et cetera, pour mieux desservir le centre-ville. Il y a une autre question qui se pose, c'est est-ce que les politiques publiques ont pour objet de, forcément, avantager le petit commerce? Ça, c'est une question. À quel point? À quel point? Est-ce que c'est, en tout et pour tout? Et dans ce cas, ben, les politiques qui permettent le travail le dimanche, et ben, ça avantage quelque part le petit commerce, hein, également, si tu permets le travail le dimanche, mais ça avantage le patronat surtout. Donc il faut se poser des questions. Le petit commerce, le soutenir par rapport à quoi? Par rapport, pourquoi pas, aux zones extérieures, donc limiter les zones d'activité, à l'extérieur, les zones commerciales, l'implantation de grandes surfaces commerciales, dans les périphéries des villes. Parce que du coup, les gens vont, aller en périphérie au lieu d'aller en centre-ville. Du coup, le fait que, écologiquement parlant, souvent, ben, les petits commerces, c'est plus vertueux. Donc, il y a un intérêt à défendre, plutôt ce modèle-là comparé, au modèle, des grandes enseignes. Et là aussi, le petit commerce, ça peut être aussi des grandes enseignes en centre-ville. Donc là aussi, il y a une politique à avoir, de se dire: «Bon, qu'est-ce que j'accepte ou pas dans mon centre-ville?» Est-ce que, une énième enseigne, Tommy Hilfiger en centre-ville, est-ce que c'est nécessaire? Alors qu'il y a déjà beaucoup de boutiques de fringues déjà et qu'en plus, il y a peut-être des boutiques de fringues sur mesure, des petites, friperies des friperies tout simplement. Hem Est-ce qu'on doit faire ça? Est-ce que, un King Jouet dans le centre commercial, est-ce que c'est pertinent quand à côté tu as une boutique artisanale qui vend des jouets, locaux? Est-ce que c'est pertinent? Également, ça vient taper, également des trucs, des politiques publiques, hem, où la municipalité n'a pas la main, le pouvoir d'achat, par exemple. Là, dans ce cas, il faut essayer de faire au mieux sur le prix des transports. Donc la gratuité, sur la cantine, la gratuité. Ouais, mais c'est vrai. Sur, une progressivité, travailler sur pourquoi pas une progressivité de la taxe foncière si possible, sur ce genre de truc, tu vois? Sur, et du coup, ça peut aider également à ce que les gens, voilà, se disent travailler sur un service de cyclo-logistique, par exemple, qui bénéficierait seulement, aux commerçants et aux commerces locaux. Pourquoi pas? Un truc comme ça. Mais, sous couvert que les commerces, évidemment, contribuent, tu vois? En dessous du prix de marché pour que voilà, bon, ça soit avantageux pour tout le monde, voilà, et que la quand même la municipalité en tire un bénéfice, comment dire? En tire des subsides publics pour après réinjecter dans les services publics. Voilà, il y a tout ça à voir, en fait. C'est pas si simple que de se dire: on piétonise pas». Il y a derrière, il y a un chemin politique, hein, là-dessus, sur comment on envisage le petit commerce politiquement, localement. On peut l'envisager, est-ce que sous le prisme de l'emploi, on l'envisage? Et dans ce cas, ça, c'est un risque parce qu'envisager le commerce sous le prisme de l'emploi, ça veut dire que les grandes enseignes qui sont plus pourvoyeuses d'emplois parce qu'elles ont plus de sous de base, et ben, on va plus les favoriser. Ah non, du coup, peut-être pas. On va peut-être pas faire ça. Voilà. On peut peut-être également, aller écouter les syndicats, des commerces. Syndicats, même si c'est dur dans les petits commerces, forcément, il y a pas de syndicats parce que c'est des petits commerces. Mais en tout cas, aller, checker les conditions de travail, voilà, et voir comment ça fonctionne. Heu, voilà, imposer un accès PMR, voilà, et ceux qui veulent pas, et ben, ça dégage, tu vois? Hem, Également les politiques d'expropriation, hein. Les communes peuvent exproprier, sous couvert d'un projet.
il y a des idées à avoir là-dessus. Je pense que nous, à Vichy, on l'a pas creusé dans la campagne parce que bon, peut-être que ça le permettait pas le contexte, mais moi, c'est quelque chose qui m'intéresse à creuser, quoi. L'expropriation, pour des projets d'intérêt général. Je pense que, au lieu d'exproprier, comme souvent c'est le cas, exproprier les dans des villages, des petites villes, on exproprie des gens qui ont des terrains qu'ils utilisent, pour faire du maraîchage. J'ai eu l'exemple, on m'a raconté un exemple à Dallé, là, vers Pont-du-Château, et un exemple, petit à petit, ils ont exproprié pour faire des résidences, des résidences. Ils ont exproprié quelqu'un qui faisait du maraîchage, donc qui faisait de l'alimentaire, quoi. Il faisait de l'alimentaire et ou des il faisait du vignoble aussi, je crois, mais voilà, et pour faire ça. Est-ce qu'au lieu de ça, on peut pas exproprier, heu, des entreprises, prédatrices, qui ne servent à rien et à la place, mettre autre chose, tu vois? Ah, on peut, hein, je pense on peut, hein. Il suffit de bien le tourner juridiquement, mais franchement, c'est vraiment possible, hein. C'est vraiment possible. Les possibilités d'expropriation, elles sont assez grandes, hein, quand pour une municipalité, hein. Bref, il y a tout ça qui se pose, on va regarder la petite vidéo, on va réac dessus. On pensait que le fait de ne plus avoir de voiture sur la place, que ce flux de clients ne viendrait plus chez nous. Mais bien au contraire, cette piétonisation nous a ramené un plus pour le commerce et le chiffre d'affaires. Salut, quand on Ah, l'intro est parfaite, alors là, ça spoil le ton, mais en fait, alors que là, on a ah, ils font coucou, ils ont repéré une caméra, ils font coucou, ils sont contents, coucou à vous, vous avez réussi. Vous passez, à la télé de YouTube, coucou à vous. Bref, l'intro est très bien parce que le restaurateur là, il a tout dit. Il a dit: «Avant on pensait que» et en fait non. Voilà, bref. Très beau résumé. Allez, salut, bonne soirée. parle de réduire la place de la voiture en ville, on pense littéralement que les commerces vont plier boutique. Et pourtant, factuellement, c'est tout le contraire. Ce sont justement les centres-villes qui se sont le plus libérés de la voiture, qui s'en sortent le mieux, surtout qu'on y accède facilement, à pied, à vélo bien sûr, ou avec des navettes depuis des parkings relais. Exemple ici à Arras, l'un des centres-villes les plus dynamiques de France. On est passé. Bon après, centre-ville, les plus dynamiques, voilà, bon, à chaque fois, il passe un peu la brosse à reluire sur les collectivités qui font quelques trucs bien. Comment on définit plus dynamique? Est-ce que être dynamique, est-ce que c'est, finalement, est-ce qu'il faut absolument rechercher le dynamisme d'un centre-ville? Qu'est-ce que ça c'est assez vague ça. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse dans la vidéo. Là, c'est du coup un conseiller délégué au commerce de la ville d'Arras, donc un politique qui fait partie de la majorité municipale à Arras. Alors Arras, on va regarder Arras, attendez. Ouvrir une nouvelle fenêtre. C'est de quel bord ça, Arras? Après, on s'en fiche un peu, mais bon, ça peut donner une idée après dans le discours qui va être tenu. Mhm. Ah, écoutons-le et après, je vous le dis pas. Je vous ferai une petite devinette. D'un taux de vacances commerciales d'environ 14% il y a quelques années à 8% aujourd'hui. Donc c'est bien inférieur à la moyenne nationale. Oui, oui, sur la place, il y avait des voitures. Et depuis quelques années, cette place est piétonne. Au départ, j'étais... Alors la place est piétonne, c'est bien, mais il manque un truc quand même. Je pense que là, ils ont pris. Là, c'est en fin de journée, le soleil est un peu caché, voilà. C'est peut-être la cathédrale qui fait de l'ombre là. Il doit y avoir le soleil derrière, mais je pense qu'en plein soleil, et les parasols ne mentent pas, ça doit être assez violent. Ça fait un peu place de Jaude à Clermont-Ferrand, bis quoi. Ouais, donc il manque un peu de verdure là-dessus. Mais bref, ouais, c'est déjà mieux qu'un parking déjà, hein, voilà. Et après, si tu développes les transports en commun autour, que tu les rends également gratuits pour que ce soit pas juste, en fait, un centre-ville un peu
bourgeois, comme c'est souvent le cas avec des commerces inaccessibles, des trucs, voilà. Mais en tout cas, Cette place est piétonne. Au départ, j'étais réticent, mais au vu de l'augmentation du chiffre d'affaires, je dirais maintenant aujourd'hui, retourner sur un modèle avec des voitures, etc., donc c'est impossible. Eh bien, les commerçants se trompent très souvent sur la façon dont leurs clients se déplacent. Ils imaginent que la plupart d'entre eux viennent en voiture. Et puis les clients automobilistes ont tendance à se plaindre très fréquemment, comme quoi ils ont eu du mal à se garer ou à circuler, alors que les piétons n'abordent pas ces sujets-là. Du coup, on a plus l'impression que c'est que des conducteurs qui viennent avec leur voiture, mais en fait non. C'est vrai que les gens qui viennent à vélo, ils nous le disent pas, ouais, parce qu'ils galèrent pas à le garer. D'ailleurs, ils le garent même sur la terrasse. Hein. ah ouais, forcément. Et ça rejoint ce que tu disais, Archie, c'est-à-dire que c'est aussi en mettant en place des mesures que les gens vont des mesures positives, que les gens vont se rendre compte du positif de la mesure aussi. Parce que, souvent on a tellement été habitués aussi, on a tellement été habitués. Alors là, c'est une municipalité, centriste, hein, je vous le dis. C'est une municipalité centriste, donc bon, ils ont mis en place ça, mais je pense, je sais pas s'il y a la gratuité des transports à Arras, honnêtement. Heu, transport en commun à Arras, où ils vantent le dynamisme et tout, donc je pense que c'est pas non plus leur priorité. Ils sont peut-être plus dans l'optique juste décarboner le centre-ville, voilà, heu, boutique en ligne. Alors déjà, s'il y a une boutique, c'est qu'il y a des tarifs. Ah, c'est où que je vois les tarifs là? Ah, attendez. Vous allez regarder avec moi, vous allez souffrir avec moi les gens. Voilà. Et n'hésitez pas à me suivre, hein, sur la chaîne Twitch, ça me donne beaucoup de force. Ça permet à ce qu'il y ait une nouvelle chaîne un peu de gauche radicale et qui essaie de travailler j'essaie de travailler sous un prisme un peu différent, avec des rubriques un peu différentes. La boîte à outils, où j'ai déjà fait sur, France Travail, sur Légifrance, sur comment rechercher une délibération municipale et un peu donner des billes pour, savoir lire tout ça, savoir retrouver tout ça, simplement. Hem, également tout est politique avec, un numéro sur Dragon Ball, là prochainement un numéro sur, les dessins animés pour enfants, voilà, et des reacts, donc un format un peu plus traditionnel, comme ici, et puis, également parler, de politique, comme je l'ai fait tout à l'heure avec un sujet très précis, et également parler un peu de l'actualité du parti politique, dont je suis militant, c'est-à-dire le NPA. Ah, voilà, mais ça, j'essaye de limiter à une fois par semaine de parler de l'actualité du parti, voilà. Sauf si vraiment il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, qui sont intéressantes et qui font écho à l'actualité politique générale, mais sinon, voilà. Bref, alors on cherche. Est-ce qu'il y a pas les trucs de menu là? Il y a pas de trucs de menu? Ah mais je suis sur la boutique là, attendez. Pas sur le site. Voilà, là je suis sur le site menu. Tarif. Where is tarif? Par contre, ils ont mis en place des trucs, ouais, garage à vélo, vélo en libre service autopartage, covoit, parking relais, ils y mettent bien en avant quand même tout ça. C'est plutôt pas mal. Ouais, par contre, il y a pas attitré tarif. Ouais, c'était marqué devant moi. Ça, c'est le syndrome du juriste, hein, encore une fois, je le redis. Les petites lignes, c'est ce que je vais, voir tout de suite, et ce qui est écrit en gros, je vais le voir en dernier, quoi. Ça m'est déjà arrivé en stream, ça m'arrive, souvent. Ça se revérifie aujourd'hui. Nos titres de transport. Alors, là, on a les tarifs. Bon, bah, c'est pas gratuit, hein, en effet. Il y a un abonnement solidaire, mais bon, voilà. Bon bref, c'est pas gratuit. Les transports sont pas gratuits à Arras. Donc
Ça favorise une certaine couche de la population qui peut venir en centre-ville. Voilà, en plus, ils mettent en place des services de vélo, donc mais pour les classes, vraiment les classes, populaires, les classes les plus pauvres, il y a, c'est un peu, encore une fois, le centre-ville est souvent une zone d'exclusion, hem, également de tout ça. Même si déjà, dans un premier temps, le fait qu'on puisse y accéder en transport en commun, l'accès déjà est pas mal, mais bon, l'accès, il faut que le tarif suive également, les voilà. Maximilien serait furieux. Ah oui. Dans la réalité, en fait, on se rend compte qu'environ un quart des clients des commerces se déplacent en voiture. Donc, ce qui signifie que 3 quarts se déplacent autrement, à pied majoritairement, et puis un petit peu à vélo et en transport collectif. Pour mes clients qui viennent en voiture, la solution c'est de se garer en périphérie tout simplement. Il y a plein de parkings, il y a plein de stationnements. Il suffit juste de marcher un tout petit peu. Merci. Ouais, de marcher un tout petit peu, pour aller à l'arrêt de bus, pas pour aller au centre-ville. Qui se gare en périphérie d'une ville, pour après aller, en centre-ville à pied? Personne ne fait ça. Enfin, si, il y en a qui le font, mais quand tu aimes bien marcher, que tu te dis: «Ouais, une demi heure, ça va, ça se fait». Moi, si je suis tout seul, ça peut m'arriver de me dire ça, tu vois? Ça me dérange pas. Mais bon, quand tu es en famille ou quoi, ou si tu travailles en centre-ville, voilà, tu vas pas partir, une demi heure plus tôt pour ça. Mais en tout cas, il y a des parkings relais des transports en commun. Aujourd'hui, le e-commerce, c'est à peu près 12% de la consommation des Français et c'est même plus de 30% dans un secteur comme celui de l'habillement. Donc forcément, c'est une concurrence forte pour les centres-villes. Et donc, le meilleur moyen de se battre contre ces acteurs-là, finalement, c'est de proposer une expérience qu'on n'aura jamais sur une plateforme en ligne. C'est plutôt positif parce que les gens sont détendus, ils viennent ici se promener. Oui, ça aussi, ça part d'un constat quand même assez unanime. C'est-à-dire que le, il y a vraiment, comment dire, le e-commerce, il a vraiment le vent en poupe. Depuis un bon moment maintenant, c'est quelque chose qui est normalisé, banalisé, voilà, on en consomme tous. Et pour les commerces de centre-ville, c'est très compliqué de lutter. Alors il y a plusieurs moyens, il y a ça, évidemment. Heu, on se rend compte que du coup, cette mesure-là favorise la majorité des gens qui viennent et en plus peuvent permettre à à des gens qui n'ont pas forcément du coup heu, de voiture de venir et puis c'est plus agréable, une ville où il y a moins de circulation. Moi, personnellement, un centre-ville où il y a de la circulation de voitures et tout ça, c'est c'est relou. Les trottoirs sont bondés et tout, c'est pas agréable du tout. L'expérience, elle est pas ouf, quoi. Là, en effet, en termes d'expérience, quand tu es sur une place piétonne, alors faut voir, hein, parce que s'ils ont fait que la place piétonne ou si les autour sont piétonnes aussi, hein, c'est un tout, hein. Si tu fais juste la place qu'elle soit piétonne, et heureusement, la place qui est devant la cathédrale là, il était temps, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de villes qui ont franchi le pas il y a très longtemps maintenant de ça. Maintenant, c'est surtout les rues, en fait, les rues commerçantes autour, les rues commerçantes autour. J'ai plus, j'étais sur un raisonnement, mais je l'ai zappé. C'est fantastique lorsque des commerces de fringues du centre-ville vendent eux-mêmes des produits dropshippés venus de l'autre bout du monde. Ben ouais, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quel centre-ville on veut aussi, quoi? Quel commerce du centre-ville? Comme quand on dit les entreprises, le petit commerce, le commerce de centre-ville. C'est des trucs, vagues, tu vois? Qui tiennent pas en compte des nuances et qui, dépolitisent un peu le truc pour, toujours arranger, le capitalisme au final, c'est le même qui a arrangé, hein. Voilà. Mais voilà, il y a aussi si je sais là où je veux en venir. Donc il y a ça, la piétonisation, OK, c'est un des moyens. Un autre moyen aussi, c'est de permettre aux commerces, à certains commerces du coup, peut-être pas à tous du coup, pas à ceux qui justement vendent des produits fabriqués à l'autre bout du monde et voilà, au final, ils servent à quoi ces commerces? Mais d'autres commerces leur permettent d'avoir un service de e-commerce, municipalisé quoi et via une cotisation et hop, et qui serait lié également du coup au service de cyclo-logistique municipal. Petite idée comme ça. Moi je te la refais, je te refais un programme, je te refais la ville, ma ville parfaite, ça ça serait, ça ressemblera à ça, mais avec en plus,
des commerces, limite des commerces municipaux dans le lot sur les trucs un peu de première, vraiment de nécessité, voilà. Des services de réparation, des trucs comme ça, bref, il y a des trucs, je laisserai pas au privé et j'installerai des trucs publics, mais à côté de ça, si j'ai aidé, des petites structures privées, ben, sous conditions, en fait, conditions sociales et environnementales et puis voilà, pour que le centre-ville ressemble à politiquement, parce que c'est politique également, à ce qui est porté par la municipalité. Voilà. Je pense que l'aborder comme ça, c'est l'aborder au plus juste, plutôt que l'aborder, timidement parce qu'on ne connaît pas bien, on veut pas froisser, ça reste un électorat, blablabla, influent et cetera. Ouais, non, en fait, Sur les places, viennent prendre du bon temps. De toute façon, aujourd'hui, pour regarder toutes les villes du Nord, toutes les villes sont piétonnes et il y a beaucoup de commerce. Donc c'est pas ça qui va gêner le commerce, je pense pas. En effet, donc on va poursuivre dans cette dynamique de piétonisation en enlevant l'ensemble des places de stationnement en surface sur la grande place d'Arras, tout en gardant un parking souterrain. Et en surface, vous aurez un miroir d'eau, vous aurez des bancs pour vous reposer, vous aurez la possibilité de flâner. c'est très minéral quand même. Ça donne pas Là, envie on part quand de même chez Arras, hein. nous, on est à peu près 2-3 km du centre-ville, et puis on va aller faire nos petites courses de mi-semaine, déposer les colis. Ouais, ça, le vélo cargo, ça donne envie, j'avoue que là, par contre, vélo cargo en moyen de transport, tu peux faire tes courses avec, emmener tes gamins avec, heu c'est pratique. Après, il faut qu'il y ait des stationnements qui soient adaptés au vélo cargo. Ça, il y en a très, 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 très peu également. Mais bon, un vélo, l'avantage, c'est que tu peux toujours le caler quelque part. Mais bon, après, il y a toute une politique sur ça aussi, sur les stationnements vélo, hein. Faire nos emplettes en famille, au soleil. Les piétons et les cyclistes sont souvent de très bons clients pour les commerces. Ils dépensent un peu moins à chaque visite, mais ils viennent beaucoup plus souvent que les automobilistes. Le vélo, c'est un vrai confort parce que déjà, on se gare quasiment devant les boutiques. Il y a de quoi stationner à peu près partout en centre-ville, donc ça, c'est très pratique, même pour les cargos. Il y a de plus en plus de personnes qui se déplacent en vélo sur la ville, sur le territoire, et c'est très bien comme ça, c'est tant mieux. Donc on accompagne cette dynamique, je dirais, on l'amplifie. Donc ça passe en particulier par le développement d'aménagements cyclables, en fait, qu'on accompagne avec la communauté urbaine d'Arras. Et puis aussi la possibilité pour les riverains de louer des vélos électriques longue durée. Et ça, c'est accompagné par le programme à vélo porté par l'ADEME. Ça marche de plus en plus. Demain, le vélo pourrait prendre une place. Donc le programme à vélo, du coup, qui produit également cette vidéo. Voilà, la boucle est bouclée. Voilà, donc oui, il y a aussi les programmes CE à vélo qui peuvent financer des politiques municipales. Donc c'est une incitation, hein. Regardez, les centristes, voilà, ils ont une incitation financière pour faire ça, voilà, ils vont dessus. Donc après, globalement, c'est plutôt, ça va dans le bon sens, quoi. Ça va plutôt dans le bon sens, mais bon, c'est comme le dit Archie, il faut aussi avoir la classe sociale qui va avec, voilà, voilà. Mais bon, ça va dans le bon sens. Déjà, c'est beaucoup plus agréable parce que le vélo, déjà, tu te dis c'est cyclable, du coup, tu vas peut-être prendre un vélo. Le vélo, c'est quand même, tu peux en trouver d'occasion dans les ressourceries, les recycleries, etc., dans les bourses à vélo à pas cher. Tu peux du coup un peu plus te déplacer, quoi. Que si il y a que si c'est hyper bagnole, si les transports en commun c'est cher, à Arras c'est le cas, mais le vélo, en tout cas, ça a l'air de se développer et ça c'est toujours positif. Que quand le vélo se développe et les infrastructures avec, ça aide bien. Ça aide bien à ce que du coup toutes les couches de la population aient accès au centre-ville. Plus importante et substituée notamment à la voiture, encore faut-il lui faire de la place avec des aménagements cyclables et puis du stationnement. Et quand on fait ça, eh bien le nombre de clients cyclistes finalement augmente assez considérablement. Donc là, on se gare et puis on va aller chercher une petite crêpe pour le plaisir. Là, on n'a pas besoin de tenir les enfants. Les enfants, ils ont le droit de vadrouiller et on est en sécurité. Et on a un cadre quand même très très beau à Arras avec ce magnifique beffroi, les plages. Ouais, là aussi, l'expérience, on va dire que tu vis, c'est beaucoup plus agréable, quoi. C'est-à-dire que quand tu es les uns sur les autres, les uns les unes sur les autres en centre-ville, ou quand il y a de l'espace, tu peux laisser les enfants courir, gambader et tout, c'est pas la même chose, hein. C'est vraiment pas la même chose, hein. Donc ouais, c'est bien mieux et les gens ne s'y trompent pas, que ce soit du côté des, on va dire, des badauds et du côté des commerces, des commerçants et des commerçantes, hein.
Donc tout le monde y voit l'intérêt. Même si ça a l'air de manquer quand même d'ombrage, hein, Le d'ombrage vert. soleil, tout est beau. Le centre-ville près de chez vous s'est-il piétonnisé, est-il dynamique, facilement Alors, le centre-ville près de chez nous. On va parler de Vichy dans l'Allier. Est-il comment tu as dit, monsieur Zindi? Dis-moi. dynamique, facilement accessible à Il avait dit une autre question avant. piétonnisé, est-il Piétonniser, non. Voilà, déjà. On est sur les uns sur les autres. C'est galère. Parce que en plus, on développe une politique touristique vraiment à tout va. Et du coup, ben, en pleine période, c'est la merde. dynamique, facile Dynamique, ben, encore une fois, il faut définir dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Est-ce que c'est en nombre de personnes qui fréquentent? Est-ce que c'est sur le fait qu'il y ait, sur le fait qu'il y ait le moins possible de locaux vacants, locaux commerciaux vacants? Là, il y en a beaucoup à Vichy de locaux commerciaux vacants. Il y a beaucoup de turnover également sur les petits commerces. Donc je dirais pas que c'est, je dirais que c'est pas très, c'est dynamique parce que du coup ça change souvent, mais il y a plus de locaux qui deviennent vides que de locaux qui se remplissent. Donc c'est pas, dans ce sens-là, c'est pas dynamique. facilement accessible à Par contre, il y a beaucoup de commerces et de restaurants, donc là, bon, on peut dire que et que c'est facilement accessible. vélo. Dites-moi C'est facilement accessible à vélo. Je dirais que non, parce que le centre-ville, c'est un des pires endroits à vélo aujourd'hui à Vichy. Voilà, avec en plus une politique répressive contre les utilisateurs de vélo et de trottinettes qui ne rouleraient pas ou pas au centre-ville, parce que les aménagements sont pas prévus en fait, alors que le centre-ville s'y prêterait, avec le parc des Sources pas loin, le fait qu'on n'a que 2 rues en fait, 3 rues à retravailler, on va dire, 2 rues à piétonniser de centre-ville où il y a des commerces de part et d'autre, enfin il y a des commerces qui bordent ces rues-là, et une rue où il y a une double voie qui n'a aucun sens aujourd'hui, dans un même sens en plus, et où du coup, voilà, on peut pas. Quand on est à vélo, c'est dangereux, en fait. Parce que quand tu es en voiture, tu sais pas trop où doubler, du coup, quand il y a 2 voies comme ça. Donc, il y a des trucs à faire. On a tout de même de larges trottoirs à Vichy comparé à des villes de même taille, et la plupart des rues à sens unique. Des larges trottoirs. Ouais, mais justement, les larges trottoirs, en fait, parce que, par exemple, au début de la rue Jean Jaurès, là, vers les 4 chemins, le large trottoir, on pourrait se dire, ben ouais, mais pourquoi il n'y a pas de piste cyclable là, en fait? Du coup, il y a la place, il y a masse place. Et du coup, ben, ça fait une gêne parce que quand tu es utilisateur de vélo, c'est la galère. Ouais, pourquoi doubler en ville déjà? Bah oui, mais c'est pour ça, elle est mal faite, cette rue de Paris. Elle est à refaire, ça n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens. Il y a des stationnements des 2 côtés et 2 voies de voitures. Il y a je veux dire, en matière d'urbanisme, là, en matière de réaménagement, là, il y a un truc à faire de toute urgence là-dessus, hein. Et qui pourrait être très bien et très facile à faire. Des larges trottoirs, oui, on a des larges trottoirs qui sont, par contre, qui sont hyper glissants parce qu'on a voulu faire du beau et on a oublié le pratique. Voilà. Large trottoir, ouais, mais mine de rien, comme c'est pas piéton, le centre-ville, ça reste pas large du tout, hein. Quand tu es rue Clémenceau, la largeur, tu la ressens pas, hein. Rue Wilson, un peu plus, parce qu'il y a moins de monde, c'est plus chic et bourgeois, donc il y a moins de monde qui s'y promène et qui consomme. Mais ouais, non, c'est pas très large, hein. Ça pourrait être piéton, hein, les deux, hein. Piéton et cycliste, et voilà. Et là, ça serait cool. Du coup, ça laisserait plus de place pour végétaliser, pour mettre des bancs, pour mettre des points d'eau, etc. Enfin, et ainsi de suite, en fait. Quand on parle d'un truc, il faut penser aussi le reste, hein, qui en découle, hein. tout ça en commentaire et bien sûr pensez à vous abonner pour découvrir la France cyclable. Dans le prochain épisode, nous irons dans le Loiret à Beaugency où nous verrons comment les aménagements cyclables se construisent en concertation avec habitants, agriculteurs et commerçants. Alors
Ouais, il y a cet aspect démocratique aussi qui est important. Je vais finir juste là-dessus, après je clôt le stream. L'aspect démocratique où vraiment, en fait, pour que les gens, particulièrement les gens dans les quartiers populaires, hein, à la fois utilisent les vélos, à la fois aient envie d'aller en centre-ville et éventuellement consomment en centre-ville. Mais l'accès au centre-ville aussi, on n'en parle pas là, on parle que du point de vue des commerces. C'est peut-être dommage, ce qui manque dans cette vidéo. On parle des commerces, on ne parle pas des services publics. Et à mon avis, ça en dit long également sur la politique centriste à l'œuvre à Arras. Mais il y a aussi ça qui se pose, hein. Souvent, quand tu es éloigné du centre-ville, l'intérêt aussi d'avoir une politique cyclable et de transport en commun peu cher, accessible, etc., c'est de pouvoir accéder aux services publics, accéder à ta mairie, accéder aux différents services, aller à la poste, etc., etc. Et pouvoir aller acheter ton abonnement de transport en commun, aller à la gare, voilà, bref, aller partout. Et ça, on n'en a pas parlé. Mais c'est hyper important en fait. C'est même prioritaire. Accéder à l'école, accéder au collège, accéder voilà, à tout ça, à tous ces équipements. Au gymnase, au stade, voilà. Et du coup, ça a été montré par des études. Je vous invite vraiment, si vous êtes intéressé par tout ce qui est vélo, transport, aménagement urbain pour le vélo, etc., et un peu des études croisées entre sociologie, économie, mobilité urbaine. Abonnez-vous à la newsletter de l'Urban Cycling Institute. C'est hollandais, parce qu'ils sont très en avance là-dessus. Eux, ils se posent d'autres questions, hein. Là, c'est des questions du Moyen Âge, hein, pour eux, là, qu'on se pose ici, hein, dans cette vidéo-là, hein. Mais eux, ils en sont déjà. Ben, comment on peut se servir des politiques de mobilité pour lutter contre les différentes formes d'inégalité économique, également de genre, de race, entendu, construction sociale, voilà. Et ça s'étudie. Ça s'étudie et c'est vraiment des décisions politiques qui peuvent aider, également dans la façon dont on fait les infrastructures, mais pas que, dans l'information, la communication auprès des habitants, voilà, pour que les gens soit utilisent des vélos, utilisent les infrastructures, veuillent aller en centre-ville, etc. C'est tout un truc, hein. En termes de sécurité routière, en termes de plein de choses en fait. Hem et c'est vraiment, vraiment hyper intéressant. Et ça également, ça se pose, hein. Ça se pose comme question. Ça sert à rien d'avoir en fait, si tu as juste les infrastructures, tu les balances comme ça, infrastructures, pour relier au centre-ville, sans réfléchir à tout le reste, en fait, aux différents services publics, aux chemins que prennent les gens au quotidien, et les gens en détaillant, les gens par tranche d'âge, les gens par genre, les gens par, oui, par couleur de peau. Même si ça, je crois que ces études-là, ça, c'est plus ou moins interdit en France, mais forcément, il y a des discriminations, donc il faut faire des études là-dessus. Et ben, l'Urban Cycling Institute accompagne des collectivités, les forme, forme du personnel des collectivités, des élus là-dessus, quoi. Et c'est c'est essentiel, en fait. Si on veut avoir une bonne politique cyclable, une bonne politique urbaine sur les transports de manière générale, il faut penser tout ça. On peut y aller petit à petit, hein. Il faut faire, hein. Faut pas attendre, voilà. Mais en tout cas, faut y penser tout au fil des différents aménagements. Comme ça favorise le fait que tout le monde. Et aussi, ça permet d'interroger sur les commerces, hein. Quel type de commerce vous aimeriez en centre-ville? De quoi avez-vous besoin? Etc. Pourquoi vous allez plutôt en périphérie maintenant et que vous n'allez pas en centre-ville? Euh, Ça, c'est des trucs qui doivent vraiment des questions qui doivent être posées, hein, qui doivent être posées. Parce que dans chaque ville sera différent. À Vichy, on a une population assez âgée, une population qui a du mal à se déplacer, qui est plutôt logée en centre-ville, autour du centre-ville, mais pas que, hein, également beaucoup, dans les quartiers populaires également. Il y en a de plus en plus de personnes âgées dans les logements sociaux. Donc, il y a à se poser cette question-là également pour ces personnes-là, pour les personnes isolées. Voilà. Il y a beaucoup de choses à se poser. C'est transversal. Ces politiques-là sont transversales. On ne peut pas isoler un truc.
les politiques centristes, là, comme on a vu à Arras, essayent d'isoler un truc en disant bah, on a mis ça en place, c'est cool, voilà, et c'est cool pour le commerce, et point en fait, et c'est cool, voilà, ouais, c'est bien. On se pose pas plus de questions que ça. Ça rapporte, tout le monde est content, ça rapporte de l'argent au commerce, voilà. Et du coup, ça rapporte de l'argent également, possiblement à la collectivité par ricochet. Voilà, on se demande ça, mais on ne pose pas d'autres questions, quoi. Bref, bah, c'était tout pour aujourd'hui. Je vais revenir en facecam. On se retrouve demain, sûrement entre midi et 2. Je vous avertirai sur Insta si c'est autrement. N'hésitez pas à me suivre hein, sur Insta du coup, parce que c'est là où j'informe beaucoup sur les trucs, où j'essaie de partager pas mal de choses, où j'ai le plus d'abonnés également. Parce que j'ai pas mal travaillé, je travaille pas mal pour également avoir des abonnés qui après en fait, qui fassent connaître la chaîne Twitch, tout simplement. C'est le but. C'est le but premier, c'est que cette chaîne Twitch, on puisse faire le lien entre le compte Insta et la chaîne Twitch. Donc voilà, on verra si ça marche. Pour l'instant, 150 abonnés, je crois à peu près. Sur Insta, ça monte tout doucement, mais ça va, ça monte bien. Et puis, c'est cool. Et puis j'espère que si vous avez découvert cette chaîne et que ça vous a plu, même si vous êtes en lurk, que vous participez pas sur le chat, c'est pas grave. Vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez également. Moi, ça m'arrive. Moi, je suis très souvent en lurk hein, quand je regarde un stream. C'est-à-dire que je commente pas sur le chat et que c'est vraiment un troll archi. Et je fais mon ménage ou autre et j'écoute un stream. Généralement, je fais ça. Voilà. C'est rare que je participe sur les chats. Mais d'ailleurs, c'est un truc que je devrais peut-être un peu plus faire avec la chaîne Trade d'Union pour me faire connaître. Mais bon, faut que je trouve. Faut que je le fasse. Faut que je le fasse. Bon. De quelle manière pour pas faire de l'auto-promo sale sur un stream d'un autre ou d'une autre, ça c'est compliqué, ou bien en privé, quoi. Essayer de faire en message privé, parce que c'est vrai que sur le chat, c'est un peu bourrin, quoi. Et mal vu, et je comprendrais d'être kick, voire d'être ban temporaire si je faisais ça sur le chat de quelqu'un d'autre. Mais voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce stream. On se retrouve demain pour je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quel sera le programme de demain. Si vous venez d'arriver sur le stream, ne vous en faites pas. Vous pouvez soit le re-regarder sur Twitch pendant une semaine, ou sinon à l'infini, enfin à l'infini ou presque, sur YouTube. En dessous, vous trouvez les chaînes YouTube. Là, il y a la chaîne YouTube VOD. Vous la suivez. Et puis, il y a tous les streams. Là, pour l'instant, sur la chaîne Twitch, en VOD, vous voyez, il n'y a que 2 streams parce que ça dure que 7 jours, hein, les replays, les rediffs sur Twitch, et après c'est supprimé. Mais sur ma chaîne YouTube, il y a tout. Donc n'hésitez pas s'il y a des sujets qui vous intéressent. Si vous voulez des formats un peu plus courts, Insta, TikTok et la chaîne YouTube principale avec des vidéos shorts, entre autres, voilà. Et si le cœur vous en dit, merci le Coffeebot qui intervient au bon moment. Si le cœur vous en dit, ainsi que le porte-monnaie, n'hésitez pas à laisser 1 ou 2 euros comme ça, par-ci par-là. Ça m'aidera, ça me donnera beaucoup de force et ça m'aidera également voilà, pour l'instant, je suis dans l'incertitude de continuer ou pas ce stream. C'est pour ça que je travaille pas encore trop le décor et tout ça, mais c'est évidemment prévu si jamais je suis amené à faire perdurer Trade d'Union. Donc voilà, n'hésitez pas. Parce que le temps, c'est de l'argent, malheureusement. On est dans ce fichu système capitaliste, donc on fait avec. Bis à tous. Et puis on continue la lutte. La manif est terminée, mais voilà, on se rejoint à la prochaine, hein. Salut.